Bon, salut tout le monde, en direct des championnats de France Espoir. Donc pour nous croire, on a mis une vidéo derrière, vous voyez, c'est des vrais gens qui combattent. En compagnie toujours de Whiteside, mon collègue, et d'Alan Inseke. Salut. Je prononce bien ou pas? Parfait. Parfait, super. Je m'attendais à un couac, mais non, nickel. Donc là, aujourd'hui, le but, on va parler d'un autre sujet, hein, un sujet qui parfois revient, c'est... on voit souvent, hein, on parle souvent des icebergs, c'est-à-dire on voit la face émerger mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Et souvent les gens se disent, parce que j'ai oublié de le dire, tu es aujourd'hui le responsable et le professeur, le directeur sportif de Elite 76, un club de taekwondo à Rouen. C'est ça. Une grosse structure avec combien de licenciés? À peu près 250 licenciés. 250 licenciés, on aimerait bien tous en avoir autant, avec quelques sportifs de haut niveau. Oui, un petit peu. Le Covid nous a fait mal, mais on en a eu plusieurs. Jusqu'à combien? 5. Voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est commun à beaucoup de clubs, donc on s'était dit, ça serait bien, parce que souvent on voit un club quand il est arrivé, mais on oublie comment il a démarré. Et pardon, oh mon téléphone, on est vraiment en direct. Hein. Voilà, désolé. Donc souvent, on voit les clubs quand ils sont arrivés, quand ils sont au succès, mais on oublie de parler comment ils ont démarré, comment ils ont réussi. Donc moi l'idée c'était, sans te faire injure, Elite 76 c'est pas le club le plus connu. Et justement on s'est dit tiens on va parler d'Elite 76, un club pas connu mais qui fait des bons résultats. Pour dire, et c'est vrai quand on en avait discuté ensemble, tu avais dit mais en fait c'est pas si sorcier que ça de monter un bon club. Un excellent club, j'en sais rien, mais en tout cas de monter un bon club, c'est à la portée des gens s'ils font les bons choix. Et on s'est dit, bah tiens, si on parlait de comment ça se monte un bon club. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je dirais ouais, un bon club. Non, t'es pas un bon club. Moi, comment je le vois. Tout d'abord, ce club-là, il a été monté en 2006. Par toi, hein. Par moi. Oui. Par moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé, à la base je suis pas du tout taekwondoïste. C'est vrai, quel est ton parcours avant? Moi gamin, comme tout gamin, j'ai fait du foot, après j'ai fait de la boxe anglaise, après pendant plusieurs années j'ai fait de la boxe américaine. Donc tu commences déjà à le pied-point? Je commence le pied-point et j'aime beaucoup le pied-point, mais voilà, je suis raide comme un bâton, donc je pars sur de la boxe thaï que j'adore, que je continue d'aimer dès que je peux. J'essaie d'aller mettre les gants avec les copains et je découvre le taekwondo beaucoup plus tard parce que j'ai eu une blessure au niveau du sternum, j'ai eu le sternum fêlé sur un coup de genou à l'entraînement, donc je ne pouvais plus bouger, enfin en tout cas faire des pompes, tousser, enfin c'était problématique et je suis parti, par hasard, donc je voulais faire du taekwondo mais j'ai vu un club par hasard, donc à l'époque c'était Kim Jong-un qui... Et t'étais où à l'époque? À Rouen avec maître Kim Jong-un. Voilà. Okay. Et donc j'ai vu ce passage de grade où je voyais des gars aller taper des planches à 3 mètres de haut. Je me dis, tiens, les notions de vitesse et tout ça. Je me dis, tiens, pourquoi pas. Et par curiosité, puis aussi par envie d'utiliser les jambes encore autrement. Donc, je suis venu. Et donc tu commences le taekwondo? Je commence le taekwondo. C'était en quelle année? C'était en 90, je pense. 90. Donc tu fais ton petit parcours? Je fais mon petit parcours et là, peu de titres un peu de titres, mais régionaux surtout, parce qu'on sortait pas du tout de la Normandie. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, le taekwondo n'était pas aussi répandu qu'on l'a aujourd'hui. C'est vrai que je suis un vieux dinosaure, moi. C'est vrai que souvent, il y avait très peu de gens dans les catégories. Oui, et encore, nous, on le savait pas parce que c'était assez clos. À l'époque, on combattait encore sur les bâches, directement sur du parquet, avec le petit scotch qui va autour, les papiers pour donner les résultats. Enfin voilà, c'était vraiment un petit peu à l'ancienne. Et nous, dans la région Normandie, on avait notre club tournait bien avec le club de Caen. Et c'est vrai qu'à la fois, on se retrouvait souvent en finale avec les mêmes personnes. Donc, mais c'était les compétitions de l'année, le championnat régional et éventuellement un autre Open. Et qu'est-ce que tu as fait comme titre à l'époque? À l'époque, je gagnais parce que moi, j'étais déjà combattant. Donc tu as fait champion de région? J'ai fait champion de région. Au championnat de France, tu as fait quoi? Alors justement, c'est ça qui a conditionné pour moi la création de club, c'est que on est arrivé au championnat de France. Alors avant ça, il y avait eu la Coupe des Houes. C'est quoi la Coupe des Houes? La Coupe des Houes, c'était une compétition qui était organisée en région parisienne. D'accord. Et on l'avait faite parce qu'on avait réussi à s'extirper entre guillemets de Rouen parce que c'était pas autorisé qu'on aille à l'extérieur en fait.
C'est vrai qu'on oublie de le rappeler, mais avant, le taekwondo français, c'était très cadenassé. Hein. Ah ben là, c'était quelque chose. Fallait demander l'autorisation pour tout. Hein. Exactement. Et moi, on ne pouvait pas bouger. Puis finalement, on va sur cette coupe des houes. Et là, on se rend compte, enfin, on voit des façons de travailler différentes. On voit des steps différents. On se prend des pieds dans la bouche. Je suis bon, ok, d'accord. Bref, tu te fais botter le cul. Je me fais clairement botter le cul. Mais je suis en combattant, c'est pas grave, je vais apprendre, on va voir. Après, on fait les championnats de France. Et alors, je pourrais plus redire l'année, mais il y a quelque chose qui m'avait marqué sur ces championnats de France, j'en parle tout le temps. C'était des civières à l'époque. Je crois qu'il y avait 4 ou 6 aires de combat avec une civière pour chaque aire. Alors moi qui venais du pied-point, on avait en général une civière pour une manifestation, mais on n'avait pas 6 civières ou 4 civières. J'ai dit où est-ce que je suis tombé? À l'époque, pareil, Mokhtar Doumbia sur un Mondolio qui arrache 7 dents. 2 dents, c'est déjà beaucoup. Alors, 2 dents, c'est déjà beaucoup, mais je me rappelle que la tête avait des dents dans la gorge en fait. Les arbitres recherchaient encore des dents. On a vu les dents voler. Il y en a 2 qui volent. Mais les autres sont restés dans. Donc je me suis dit, ouais, et c'est la première fois que je voyais des gars de ce gabarit. Pour ceux que ça intéresse, cette vidéo est disponible sur internet. Cette vidéo où je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Et alors il faut mettre comme mot-clé championnat de France, Nantes, 1995. Ah, 95, je vais dire 96. Et ceux qui la recherchent en entier, il faut aller sur la page YouTube ou sur la page Facebook, je sais plus, de Michel Caron, un grand maître de taekwondo. Et la vidéo est disponible. Donc voilà, si vous voulez faire un petit peu de recherche, vous allez sur la page YouTube de Michel Caron et championnat de France Nantes 1995. Voilà, tu vois, j'allais dire 95. Donc là, il y a des gens comme Doumbia qui m'impressionnent parce que voilà, est grand, lourd, pas souriant, très efficace. Je tape, je m'assois. Il n'avait pas le temps d'être souriant. Personne n'avait le temps. Wang Mi qui était là, qui s'est tiré en grand écart sur le mur. Les matchs d'Egvara et Ludo. Enfin, voilà, tout ça, c'est un monde Ludo. Qu'on ne connaissait pas en Normandie. On est arrivé, on était 2 athlètes de la région. Alors ça aussi, en début de compétition, on nous a alignés délégation par délégation. Nous, 2 de Normandie. Tout le monde qui se met à faire des meux parce qu'on venait de Normandie. Enfin, voilà. Celui qui était avec moi, à l'époque, on se posait moins de questions sur la stigmatisation. Ah non, mais là, c'était quelque chose. Puis là, nous, on arrive. Lui, en 58, il se fait taper, il se fait sortir. Moi, je rencontre Méité. T'étais en combien, toi? Moi, j'étais en moins de 70 à l'époque. Moins de 70. Ouais. Donc voilà, Souleymane Méité dit « Ah, tu rencontres Méité ?» Je sais pas qui c'est. Je vais faire mon taf, voilà. Et là, je crois que j'ai jamais pris autant de coups à la tête que ce jour-là. Et puis à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est que c'était des touches plein contact. Ah oui. C'était pas de la multitouche, te chatouille le casque. Hein. Du tout, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, l'arbitre m'a demandé si ça allait. Moi, à l'époque, avec la boxe taille, les coups qu'on prenait en taille étaient beaucoup plus puissants et forts qu'en taekwondo. Donc, c'était limite une touchette. Et on avait tout un travail de renforcement du coup. Et là, je remercie le coup que j'avais à l'époque, parce que c'est grâce à ça que je me suis pas mangé de KO. T'étais KO debout, mais t'étais pas KO par terre, quoi. Non, mais enfin voilà, il scorait, il travaillait. Dès que je tapais, je me refaisais scorer direct. Enfin, c'était plein de choses toutes bêtes que nous, on n'avait pas vues en région. Donc je suis revenu un peu frustré parce que avant tout je reste combattant en fait. Pas par avoir perdu, parce que c'est clair que c'était 2 niveaux complètement différents. Enfin moi j'étais complètement nul à l'ouest, mais frustré de se dire on n'était pas suffisamment armé pour aller faire les championnats de France. Et tu penses que c'est à ce moment-là que tu as commencé à réfléchir, à dire je ferais bien un club dans lequel je pourrais mettre telle chose en place pour nous améliorer? Alors pas ça au début. Au début je me suis dit, je vais d'abord remonter, poser des questions. On a un grand maître, comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus? Comment ça se fait que... Bon, la question a vite été éludée. Après, j'avais pas encore la prétention, parce que j'avais pas encore de diplôme, mais je voulais... T'avais quel âge à peu près à l'époque? J'avais une vingtaine d'années, je pense. Et j'étais déjà étudiant, j'étais étudiant en STAPS à l'époque. Et j'avais envie en tout cas que notre club puisse vraiment rayonner. Alors je savais que Maître Kim était occupé, donc je lui ai proposé que je me forme moi pour que je puisse prendre la section combat et puis qu'on puisse vraiment
proposer du vrai combat aux adhérents du club en fait. Ne pas être ridicule quand on va au championnat de France. Ne pas être ridicule, puis même pour la sécurité des pratiquants quoi. Nous on sortait de Régent, ça aurait pu être beaucoup plus, ça aurait pu être pire. La différence de niveau était trop importante. Trop importante, on n'avait rien à faire là. On s'est fait sortir. Et donc entre ce moment-là, tu as 20 ans et le moment où tu vas vers la création de ton club, il se passe combien de temps ? Oh, pas longtemps parce que finalement ça se passe pas comme je voudrais. Puis je passe du statut d'élève à statut d'assistant, donc je vois encore d'autres façons de faire. Et du coup, je vois qu'il y a des valeurs que moi j'aimerais mettre en avant et qui ne sont pas mises en avant. J'ai un peu ce sentiment d'avoir un peu les points liés. Tu commences à avoir une autre vision. De ne pas pouvoir m'exprimer comme je voulais. Et là, à un moment, je voyais que c'était plus possible et j'ai dit clairement que je partais et que j'allais ouvrir mon club. Ça se passe quand, ça ? Quelle année ? Ça se passe vers les années 2000. Ouais, d'accord. 2000, j'ouvre mon club en 2006. Donc t'as à peu près 25 ans quoi. Ouais, dans ces eaux-là. Donc au départ, t'as fait quoi ? T'as passé quoi comme diplôme ? Alors, j'ai passé un BE, simplement, j'étais déjà en STAPS, moi j'avais déjà un DUG. Et après, t'en profites par la Fédé pour passer ton BE. Pour passer mon BE. Après, j'ai enchaîné sur le DEF, parce qu'il y a eu des changements de président, mais j'ai passé aussi le DEF, donc ça m'a permis de connaître un peu tous les gens qui bougeaient déjà en matière de combat. Et mais même malgré tout, ça restait quand même quelque chose qui, pour moi, en tout cas à mon sens, n'était pas suffisant. Les gens, les athlètes de haut niveau, tous ceux qui étaient déjà combattants en taekwondo, qui avaient déjà fait leur place et tout, pour moi, il y avait cette utilisation d'expérience qui, pour moi, est indéniable. Moi, avoir un diplôme, ça me permet des choses, mais pour moi, ça manquait encore pas de précision, mais il manquait un truc. La façon de mener la séance, pour moi, ça ne tient pas seulement à des choses que l'on aura vues en cours ou quoi que ce soit. Donc il manquait ce petit truc-là et qui faisait quand même la différence quand on rencontrait les autres. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour l'anecdote, nous on a rencontré Whiteside et moi Alan parce que quand on a passé notre diff, tu étais un des intervenants au diff. Oui, voilà. Donc j'ai été une fois que j'ai passé donc le BE. J'ai continué, on a passé après le DES GEPS et j'avais envie d'intégrer la formation. Il y avait aussi le séminaire des enseignants qui était un vrai déclic parce que c'est vraiment avec eux, Karine Zelmanovic, David Robert, Laurent Choucroune, toute cette brochette-là, et puis Christophe Pierre après qui était aussi là, que j'ai connu, puis après qui était mon partenaire de formation, on va dire, puis d'autres, mais en tout cas, le séminaire des enseignants nous a permis de rencontrer plein d'autres enseignants, de partager des choses. Et j'ai toujours plaisir à les retrouver, à se voir comme auparavant. On a essayé de remettre ça. Je crois qu'on l'a fait pendant plusieurs années. Là, je trouve que ça manque. Parce que ça crée du lien quand même si là on n'a pas le temps avec nos missions, mais on se reconnaît, on discute. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de choses, et le taekwondo notamment, on a tous tendance un petit peu à rester dans notre coin et c'est dommage parce que l'échange est intéressant et même si on ne partage pas tout, c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, encore une fois. C'est justement, on se rend compte, on reste chacun dans son coin où on parle qu'avec les gens avec qui on est d'accord. Donc je trouvais intéressant d'interviewer Alan Inseke qui a fait quelque chose. Donc voilà, alors on revient sur l'année 2005, tu dis, où tu lances ton club à Rouen. Voilà. Comment ça s'appelle ? Est-ce que ça s'appelle déjà Elite 76 à l'époque ? Non, alors ça s'appelle Elite 76, mais ça s'appelait Rouen Taekwondo Elite 76. D'accord. Et là, à l'époque, j'ai un coup de téléphone de la Fédé du DTN qui était en poste à ce moment-là et qui me dit, écoute, enlève au moins Rouen, parce que ce qui était problématique, c'est qu'on soit tous les deux avec Maître Kim dans la ville de Rouen. Et moi, j'ai estimé que j'avais pas à aller ailleurs. Parce que c'est là où j'avais fait moi mes armes en tant que pratiquant, en tant qu'athlète, et je savais que le projet allait fonctionner. Parce que je connaissais bien le taekwondo normand, je connaissais bien l'environnement aussi sportif, et c'était ma ville. Donc pourquoi... De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Et comment dire, donc au départ j'avais ce profil de combattant. Alors c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait le mot élite dedans, je voulais que s'il y avait des gens qui avaient ce projet de faire du combat,
qu'ils puissent se dire, tiens, là, peut-être qu'il y en a, on y va. C'était en aucun cas c'était pas un projet élitiste. C'était même un pied de nez parce que je voulais vraiment un taekwondo pour tous. Mais alors ça veut dire qu'avant de lancer ton club, tu avais déjà réfléchi à l'aspect marketing, communication, projet. J'étais en train de travailler dessus, je me rappelle que j'étais à la fac en même temps, je passais le professorat de PS, j'étais surveillant, je me suis rendu compte j'étais maîtrox en EPS, et je me suis dit non, avoir les mêmes collègues pendant 20 piges, le même casier, le même machin, c'était quelque chose qui finalement me séduisait plus. T'as les mêmes collègues coach de club de taekwondo depuis 10 ans. Mais justement, ce que je fais du taekwondo, je travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse, je fais de la self-défense adaptée, il y a 20 équipes. Ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui tu as le choix de ton programme pédagogique. Exactement. C'est-à-dire que pas imposé. J'ai pas construit le club juste sur une pratique loisir qui serait du taekwondo loisir et compétition. Dès le départ, quand tu crées, alors là on est quelques années après, est-ce que dès le départ tu as déjà en tête tous les projets que tu vas mettre plus tard, ou au départ c'est juste une ébauche et aujourd'hui tu as un petit peu divergé de là ce que tu avais fait? Non, tout est clair dans ta tête à l'époque? Tout était clair dans ma tête. En fait, comme je disais, j'étais maîtrox. Après, quand j'ai eu ce parcours de maîtrox, donc j'ai arrêté. J'étais surveillant et je construisais mon projet en fait. Donc j'avais tout mis sur papier, j'avais vu les freins, c'était obligatoire que je vois les freins parce que forcément j'avais le maître Kim qui était là, qui chapeautait toute la Normandie. Et c'était important que moi je puisse mettre en place mon projet et je ne me plaçais pas en concurrence. C'était vraiment faire des choses qui seraient complémentaires à la reconnaissance du taekwondo en tant que discipline globale. Est-ce qu'à l'époque tu profites d'être en STAPS pour t'inspirer de ce qui se fait dans les autres sports? Du tout. Non, du tout. Vraiment. En fait, je m'inspire surtout du projet que j'ai et des valeurs que j'ai envie de transmettre et je me dis comment je peux. Quand je boxais, j'avais eu un titre de champion de France dans le quartier et je me rappelle qu'un des journalistes qui était venu m'interviewer me dit oui. C'est bien, ça vous empêche de brûler des voitures. J'ai dit mais non, j'aime ça au même titre que je joue aux échecs. Brûler les voitures, c'est ce que j'allais dire. Voilà, brûler les voitures, tu aimes ça? Non, mais c'est ce qu'il me disait. Tu veux le dire? Il pensait que. Je crois que 20 ans après, on tient le coupable. Alain Inseke aime brûler les voitures. Donc il disait oui, est-ce que ça va t'empêcher de brûler les voitures? J'ai dit mais non, moi ce que j'aime c'est rencontrer quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui a un niveau. Comment moi, avec mon niveau, je peux essayer de battre quelqu'un qui est plus fort. C'est le jeu, c'est le challenge. Non, mais dis la vérité, t'es comme nous, tu aimes taper les gens. J'aime taper les gens. Il aime taper les gens. J'aime me faire plaisir, j'aime me mettre des challenges. Et voilà, c'était sympa. Donc, justement, moi, il y a quand même un aspect que je trouve particulier, c'est que je vois le développement que tu as pour ton club. Et en fait, je me dis, mais d'où ça vient? Parce que je pense que la plupart des professeurs en France, ils n'ont pas cet aspect de se dire, vas-y, on couche tout sur papier. Quel est le but de notre club? Amener à l'élite et faire tout ce que tu as fait pour amener d'un point A à un point B. Oui, parce que le passé que j'ai eu, en fait, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé le taekwondo, et j'étais déjà compétiteur en boxe. Donc, j'ai été frustré de voir que finalement, non pas qu'on m'avait promis des choses, mais je m'attendais à des choses. J'avais déjà un bon niveau en boxe, en pied-point et tout, donc je voulais continuer sur cette lancée-là. Et j'ai senti que tout n'était pas mis en place pour que ça puisse se passer. Et je l'ai un peu ressenti, pas comme un mensonge, mais je me suis dit, là non, pour une qualité de service, voilà, si on va dans un fast-food, on va s'attendre à manger quelque chose de sympa, bien gras, comme on veut dans le fast-food. Ouais. Si on va chez un gastro, parce qu'on veut manger un gastro. Et moi, je m'étais dit, j'aimerais que dans mon club, des gens qui viennent faire leur petit sport du dimanche, ils puissent trouver. Les gens qui ont envie un jour, d'être champion du monde, que nous, on puisse mettre en place un parcours pour qu'ils puissent faire du combat et se faire plaisir. Tu es parti de toi en tant que client potentiel. Tu t'es dit, voilà ce que j'ai pas réussi à trouver dans le taekwondo, et c'est ce que je vais faire pour justement satisfaire le client que j'étais à l'époque qui n'a pas été satisfait. Entre autres, disons que moi, ma perception du sport et ce que je faisais déjà, parce que je faisais déjà pas mal d'animation, moi j'étais animateur, j'ai travaillé avec plein de gosses difficiles, j'ai utilisé le pied-point, le taekwondo,
pour pouvoir justement amener autre chose pendant les vacances avec ces jeunes-là. On n'était pas que sur du boom boom, mais je savais qu'en utilisant l'activité motrice, on pouvait tirer sur certaines ficelles pour développer l'empathie, développer la cohésion. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas parti uniquement je crée un club, un adhérent, 2 adhérents, 3 adhérents, non. À la fin on voit si on peut faire des compétiteurs, à la fin on voit si on fait des ceintures noires, et puis à la fin de l'année on comptera le nombre d'adhésions qu'on a fait, quoi. Moi je suis parti vraiment sur la réalisation personnelle. Tu avais un vrai projet. En quoi le taekwondo peut permettre à une personne lambda de progresser à son niveau, en fonction de ce qu'elle voulait faire. Tu as fait un vrai business plan, quoi. Je ne l'ai pas vu comme un business plan, je l'ai vu comme une réalisation personnelle. Après forcément, parce que c'était marrant, parce que je venais d'ouvrir le club, je savais que je ne pouvais pas aller à la mairie parce qu'ils étaient tous déjà cloisonnés et acquis à la cause d'une autre personne, et du coup, même moi, la mairie m'aurait donné un créneau, je sais pas, de 2 heures, c'était pas suffisant pour que je puisse mettre en place mon projet. Donc il fallait que je trouve un endroit. Oui, parce que quand tu as commencé, tu voulais tout de suite commencer à temps plein. C'est-à-dire que tu voulais pas juste faire 1 ou 2 créneaux. Je voulais pas faire, non, je voulais vraiment avoir Tu voulais démarrer sur une vraie activité. Voilà. Donc à l'époque, je travaillais donc avec la PJ, j'avais répondu à un appel à projet. C'est quoi ? Protection judiciaire de la jeunesse. Très bien. J'avais répondu à un appel à projet pour les profils STAPS. Et là, donc, j'ai postulé en même temps que l'ouverture, j'ai postulé pour un poste de professeur de PS. Ils appelaient ça APIS à l'époque, c'était agent de promotion et d'insertion par le sport. Et donc, j'ai été détaché sur la protection judiciaire pour pouvoir travailler sur les services et emmener le sport. Et donc là, j'avais 2 ans pour monter des projets et leur faire manger du taekwondo à toutes les sauces, quoi. Et donc, quand tu démarres, tu dis que tu n'as pas été voir la mairie. Mais alors comment tu as démarré pour avoir des salles ? Alors j'ai été voir la mairie tout en sachant ce qu'ils allaient me dire. Parce que c'est vrai que les clubs de taekwondo, dans le frein au développement, la plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est les créneaux. C'est-à-dire d'avoir des salles gratuites offertes par la mairie. Exactement. Et donc comment toi tu as contourné ce problème ? Moi je suis parti voir sur les écoles privées. Tout ce qui était établissement d'enseignement privé, je sais qu'ils gèrent leurs propres locaux. Qui ne dépendent donc pas de la mairie, puisque ce sont leurs locaux. Ce sont leurs locaux et qui, eux aussi, ont besoin d'argent. Et comme donc, tout le monde. et ils ont des créneaux, je savais qu'ils avaient des gymnases qui étaient utilisés que sur du temps scolaire et pas du tout sur le soir. Donc moi j'avais des créneaux qui partaient donc de 17h jusqu'à 22h ou 23h tous les jours. Et la contrepartie c'était quoi ? La contrepartie, donc on a monté un loyer, mais comme ils n'avaient pas l'habitude, ils m'ont dit je sais pas, qu'est-ce qu'on vous demande, on va vous demander 2 000 € pour une salle qui faisait 350 mètres carrés en plein centre-ville, Donc avec tous les métros, tout ça. Pour une salle brute, parce que j'avais fait des recherches pour une salle perso, c'est 2 000 €. Bon, maintenant je paie plus ça, mais pour une année, c'était une aubaine. Parce que à l'époque, pour une salle brute, il fallait compter à environ 3 000 à 4 000 € par mois. Par mois, ouais. Voilà. Donc là, ça m'a permis d'acheter un peu de matériel, de commencer tranquillement. Et déjà avec mes premières adhésions, j'avais déjà payé la salle pour l'année. Est-ce que quand tu commences, tu as en tête des modèles de clubs de taekwondo ou d'autres, ou non, vraiment tu fais ton chemin ? Du tout, je fais mon chemin. Je me dis, j'essaie d'ouvrir un maximum, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas au schéma de un taekwondoïste combattant et un taekwondoïste non combattant, pratiquant loisir. Je me dis, il va y avoir de tout. Et le déclencheur, c'est que mes premiers tracts, c'est quelqu'un qui fait un Chiu Abchagi et tout. Donc je distribue mes tracts et à un moment, il y a une dame qui passe à côté de moi et qui me calcule même pas. Elle me dit, mais jamais je vais faire ça, je vois pas pourquoi je prendrai votre tract. Elle m'a dit ça sans s'arrêter, sans regarder, sans rien. Et je me suis dit, mais elle a raison cette dame-là. Donc il faut que j'arrive à proposer quelque chose à tout le monde, parce que je me suis dit que cette dame-là, elle a forcément envie de pratiquer d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que je vois comment je vais les amener. Comment je vais... Donc toi, plutôt que de te dire, c'est pas ma cible, tant pis, je vais aller voir quelqu'un d'autre, tu dis, merde, comment elle peut devenir ma cible ? Exactement. Et puis, alors au départ, c'est sûr, on va le voir en mode un peu binaire. On sait que les salles d'arts martiaux, en général, il va y avoir une majorité de mecs, et que ça va taper, que ça va sentir la sueur, et que c'est comme ça. Et la sueur ou autre chose, hein. Qu'est-ce que santé. Et comment dire, mais moi déjà, étant en STAPS, je
vois qu'il y a, il y a aussi beaucoup de femmes qui pratiquent, qui font d'autres activités. Et je me rends compte, de par mes discussions, qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des sports de combat, mais qui n'osent pas, qui ont peur de l'environnement masculin. Tu parles des filles? Des filles. Oui, alors justement, c'est hyper intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire la promotion du sport féminin. Mais comme tu le dis, moi j'ai toujours dit, déjà un des premiers axes pour que les filles pratiquent, c'est un environnement sécurisé. Tout simplement. Moi, je leur disais, vous allez rentrer belle et vous allez ressortir belle. Par contre, vous pourrez taper comme vous voulez, mais voilà, parce que c'était ça en fait. C'était que moi, j'ai pas envie de repartir avec des bleus, je travaille, donc voilà. Et puis aussi de proposer des cours où elles avaient l'assurance, parce que c'était ça aussi, l'assurance de ne pas prendre de coups. Souvent, quand on n'a pas trop de créneaux, on va mettre tout le monde dans la même salle, et puis vas-y, et puis on ne sait pas sur qui on tombe. Les pseudo-champions du monde de salle, ou les gens qui ont tout vu, ou bien les petits timides, enfin voilà, c'est toujours très compliqué. Là, j'avais l'opportunité de construire des créneaux adaptés à chacun. Donc j'avais des créneaux combat où là, tu sais que tu vas vomir et que tu vas prendre des coups, et des créneaux pratiques loisirs pour les 40 ans. Et la première année, quand tu commences, tu as combien de créneaux et combien d'adhérents? Alors la première année, on va dire que j'ai à peu près 5-6 créneaux. 5 créneaux par jour ou 5 jours? J'ai 5 jours et j'ai à peu près 2-3 créneaux différents. Tu as 5 jours et 2-3 créneaux dans la journée. Voilà, c'est ça. Et tu as combien d'adhérents la première année? Alors la première année, j'en ai une cinquantaine, je crois, tout de suite. C'est un beau démarrage, hein? Tout de suite, ouais. Mais en fait, c'était les gens du taekwondo qui me connaissaient. Une partie des gens qui t'avaient suivi. Une partie qui m'ont suivi. Et après, les autres qui me connaissaient en tant que combattant local. Tu avais ta petite réputation. Voilà, à ce niveau-là. Et puis après, c'était les parents, les copains et les parents qui me mettaient leurs enfants, voilà, parce qu'ils me connaissaient. Voilà. Et en pur adhérent neuf? En pur adhérent neuf. Qui ne connaissait pas le taekwondo et qui ne te connaissait pas toi? Alors ça, c'est venu au fur et à mesure. C'est venu. Pas la première année? Alors, pas la première année. Parce que c'est venu à la fin de la première année quand on a commencé à mettre en place tout ce qui était porte ouverte. Et puis c'est pareil, on était en centre-ville, on faisait des entraînements dehors parfois sur la pref. Et les gens voyaient qu'il y avait des enfants, qu'il y avait des femmes. C'était un entraînement ou c'était une démo? Non, c'était un entraînement. D'accord, tu avais obtenu l'autorisation de t'entraîner dehors? Oui, on pouvait. C'était juste devant la préfecture. Oui, il faut demander l'autorisation quand même. Hein. Là, on n'avait pas besoin parce que. Non, on était en plein centre. Tu faisais déjà des manifs? La salle était à côté, on faisait pas de manifs, mais on mettait des coups de pied. Et c'était cool. C'était ludique, les gens venaient voir. Est-ce qu'on peut essayer? Bah oui, alors venez, ce que je note quand même déjà chez toi, hein, c'est que beaucoup de petites idées qui sortent du lot. Par exemple, aller voir les écoles privées pour leur demander des créneaux, parce que souvent c'est vrai qu'on dit j'étais voir la mairie, on m'a dit non, mais on s'arrête là. Alors que toi, tu vas un peu plus loin en disant je vais voir une école privée. De même, je manque de visibilité, je fais un entraînement en pleine rue, comme ça les gens me voient. Donc je trouve que c'est intéressant. Est-ce que justement, à ce moment-là, dès le départ, tu sens qu'il y a un déclic, que ça va marcher? Ou tu as beaucoup de doutes? Non, je savais. T'as pas de doute? Je savais que ça allait marcher. Encore une fois, parce que je connaissais vraiment le sport local. Je connaissais les institutions, j'avais travaillé en mairie ou autre. Donc à aucun moment, t'as pas de doute, à aucun moment t'as un doute. Et j'ai pas de doute parce que pour moi on pouvait pas. Le mec il doute de rien quoi. Non mais j'avais le plus important pour moi, j'avais une salle qui était bien placée. Après, bon, faut pas occulter le fait que j'avais déjà discuté de ce projet de ça quand j'ai passé mon BE avec la Fédé, avec Karine. J'ai eu la chance de. Karine Zelmanovic, ancienne responsable de formation. Voilà, Laurent Choucroune aussi et David Robert. Tous très différents mais tellement complémentaires. Et les formations qu'on avait pendant le séminaire des enseignants aussi m'a donné des billes. Ça t'avait conforté? Ça m'a conforté. Et après, il fallait juste que j'adapte ce que j'avais pu voir avec eux. Et puis je suis venu les voir avec mon projet aussi. Donc quand on a un Laurent Choucroune qui est capable de vendre un peigne à un chauve, enfin voilà. Lui, lui il aurait pu vendre même des bigoudis avec. Et t'en as vendu un? Voilà, il était impressionnant pour ça parce que moi je suis arrivé avec mon projet et ils ont tous émis leurs petites idées et tout ça. Et lui, Laurent, il était assez avide là-dessus. Enfin, il m'a donné pas mal de choses que moi après, j'ai fait un petit peu mon tri par rapport à ma réalité, par rapport à ce que je pouvais et surtout ce que j'avais envie.
je suis parti de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je savais ce dont j'avais envie et ce que je ne voulais pas. Alors justement, si tu n'as eu aucun doute, quelles ont été tes premières joies, tes premières réussites, là où tu t'es dit, je fais du bon boulot, dans les premières années? Alors, ça va être un peu quand mes athlètes qui étaient ceinture jaune ou verte réussissaient à battre des ceintures noires, ce qui pour moi était illogique, mais c'était tellement pauvre en matière de combat. Tu parles en Normandie. Voilà, en Normandie. Et pourtant, quand j'ai commencé, il y avait des athlètes qui étaient très très forts, mais je pense qu'il y a eu pas un raté, mais il n'y avait pas de collectif de club en fait qui était orienté compétition combat. Et plus un petit peu orienté technique et tout, mais voilà, moi je voulais vraiment qu'il y ait ce point-là. C'est le problème de la dualité dans le taekwondo, c'est-à-dire que je ne sais pas pour quelle raison, on veut toujours être soit un club technique, soit un club combat. Alors que je dis souvent, c'est con, on a deux jambes, technique et combat. Moi je ne voulais pas J'étais déjà identifié comme ça, donc rien que pour ça, je voulais pas qu'on soit identifié que combat. Donc moi dès le début, les gens que j'avais faisaient aussi de la technique. Ce que j'ai fait, au début, on avait des cours qui étaient assez mixtes, où on avait de la technique et du combat. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait perdre des gens parce qu'il y en a que ça saoulait de faire de la technique ou autre. Et je me dis, on a la possibilité de faire des créneaux. Donc pour que vraiment ça réponde à tout le monde, j'avais un créneau où c'était que des combattants, l'autre où c'était que de la technique. Alors justement, on est venu question, parce que c'est toujours la question qui se pose à un moment donné dans le développement d'un club, c'est est-ce que je fais plaisir que à mes combattants ou est-ce que je fais plaisir que à mes techniciens? Et le problème souvent c'est que comme tu n'as pas des créneaux extensibles, tu es obligé de choisir. Alors toi on l'a vu, tu as eu l'intelligence d'aller chercher plein de créneaux, donc tu as eu la possibilité de faire plusieurs créneaux. Mais après, comment tu t'es organisé? Parce que tu es tout seul à l'époque. Donc il faut pouvoir donner à la fois des cours techniques, mais à la fois des cours combat. Et on sait bien que si on veut performer dans l'un ou l'autre, il faut sans cesse se mettre en recyclage au goût du jour. Exactement. Moi, disons que déjà d'une, moi j'avais quand même la formation de maître Kim en technique, faut dire ce qui est. Oui, à l'époque où il y avait une formation technique. Voilà, quand j'étais avec lui, c'était un coréen, on avait les termes en coréen, enfin voilà, j'ai appris avec lui et je cracherai jamais dans la soupe. Donc tu avais une bonne base déjà. J'avais une base et après pour le combat, le fait que j'ai commencé à sortir, aller voir à l'extérieur, que je fasse la formation def, enfin tout ça, puis que je rencontre des gens, j'ai appris. Moi, j'étais déjà combattant, mais après, on retranspose un système. Quelqu'un qui est combattant en judo, en boxe, ça reste un combattant. Après, la fédération m'a apporté cette formation que j'ai pu après, moi, mettre en place au sein du club. Mais c'était encore à une échelle très locale. Et là, j'avais des semaines à 80 heures parce que j'avais mon boulot avec la PJJ, où j'étais à 35 heures plus l'ouverture de mon club. Donc en gros, voilà, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, il faut bosser. Ah non, mais là c'était clair, il fallait. Et moi, l'idée que j'avais, c'était de créer des ouvertures un peu partout. Je faisais des interventions en prison. Je voulais développer le taekwondo, mais créer des pistes. Et qu'après mes élèves puissent à leur tour reprendre des éventuels créneaux que je pouvais avoir. Et là je me suis rendu compte, c'est là où on se sent seul, c'est qu'après finalement les adhérents ils n'ont pas envie de ça quoi. Personne n'avait envie d'aller donner des cours en prison, personne n'avait envie d'aller s'occuper que de petites dames âgées. Est-ce que c'est pas déjà le premier frein au développement d'un club, c'est le manque de relais en interne? Ah non mais clairement c'est... Donc ça, moi en tout cas c'est ce que je remarque, je pense qu'à un moment donné on grossit parce que avoir des combattants quand tu commences à avoir des résultats et que tu es identifié comme le club référence de la région, ça t'amène beaucoup de monde, mais tu grossis et après tu fais pas l'effort de former également en interne parce que tu sais que si tu n'as pas des relais de croissance en interne, ça va te bloquer à un moment donné. Ouais mais en fait tu formes indirectement parce que... Oui mais tu dis après ils n'ont pas envie d'y aller, tu les formes. Mais tu les formes quand même, ils n'ont pas envie d'aller sur des trucs très spécifiques, mais ils seront très contents de montrer une technique à un ceinture blanche ou autre. Et c'est là que c'est important pour moi dès la formation, dès le plus jeune âge.
En plus, j'intervenais aussi dans des quartiers où là, où là, la pratique féminine, par exemple, c'était un vrai problème. Et là, j'avais des petites gamines qui étaient plus gradées que leurs frères, qui faisaient aussi du taekwondo. Et là, les frères devaient écouter les petites sœurs. Donc, et là, c'était important. Et de là, il y avait beaucoup de projets ou d'appels à projets autour de ça pour lutter un petit peu contre la discrimination. Et ça, c'est ce qu'on perd maintenant, c'est que maintenant, il n'y a plus de pratiquants vraiment bénévoles qui vont venir pour t'aider faire des cours. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Oui, parce que c'est aussi l'état d'esprit d'aujourd'hui. Voilà, mais on le construit, enfin je l'ai construit moi en tout cas, sur des valeurs propres pour moi aux arts martiaux, où les anciens, les plus gradés, doivent montrer un peu comment ça se passe. Et ils sont friands de ça. La ceinture noire, enfin les passages de grade, au départ on se dit ouais bon c'est juste un changement de couleur, et non. Pour moi, ça prend une vraie, comment dire, ça engage vraiment la personne qui passe ses grades. Plus elle passe ses grades, plus elle gagne en compétences, plus elle gagne en confiance en elle, plus elle va s'ouvrir. Aujourd'hui, on dira, quand tu as une ceinture noire, tu gagnes plus de likes, tu gagnes plus d'abonnés, c'est tout. Oui, mais moi, je parle vraiment sur un point de vue très personnel. Les abonnés, ça reste du fait qu'il y en a plein qui disent ouais moi je vais faire du taekwondo, casser des planches et tout ça, mais avant de casser des planches, il faut que quelqu'un t'aide à la tenir, il faut que quelqu'un t'explique. Oui, mais vraiment sauf que c'est pas ça qu'on met en valeur aujourd'hui. On met en valeur la réussite personnelle, mais on parle pas des gens de l'ombre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut réussir encore une fois, je voulais parler d'Alan parce que alors après, on est d'accord ou pas avec ce qu'il fait dans son boulot, mais voilà, c'est quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps à la création d'un club. Et aujourd'hui, aujourd'hui on parle de 250 adhérents, mais tout au long de ta carrière, tu en as eu beaucoup plus. Il y en a qui sont partis et autres. Oui, bien sûr. Et donc là, c'était intéressant de mettre en valeur justement comment on démarre et comment on fait que des gens, comme tu me disais, tu as eu 5-6 athlètes de haut niveau, chacun à leur niveau, ils ont pu profiter de ton expertise et avoir une belle expérience. Alors justement, voilà, combien de temps tu dis que ça fait ton club? Il est créé 20 ans, c'est ça? 2006. 20 ans. C'est la 20e année là. 20e année. Et bien justement, si tu devais donner 2-3 temps forts qui, toi, à titre perso, t'ont fait très plaisir dans, on va dire, l'évolution de ton club. 2-3 temps forts. Des trucs où tu t'es dit, t'as bien bossé, Alan. Je suis content de moi. Je pense que ce serait justement de réussir à donner l'envie à certains jeunes de faire de la compétition, par exemple, et de les ramener jusqu'au titre national. Parce qu'au départ, forcément, en Normandie... Combien de titres nationaux? Quand j'ai eu Adama, je ne sais plus exactement. Alors, quand tu dis Adama, il y a tellement d'Adama dans la terre. Adama Kébé, qui avait fait double champion de France espoir, qui avait fait champion de France ou vice-champion de France aussi. Quelle catégorie? En moins de 87. D'accord. À l'époque. Et lui, c'était le premier. Mais comme il avait des facilités, on me disait que c'était un coup de chance. Donc après, j'ai eu Tessa Tierlink qui est parti faire aussi des championnats d'Europe. Donc on peut dire quand tu as eu un deuxième athlète de haut niveau, ça a été une satisfaction parce que tu t'es dit, voilà, là c'est pas de la chance, c'est bien la preuve qu'il y a un vrai boulot. Ce qu'il y a un vrai boulot. Avant Tessa, j'avais de la famille Sharma, j'avais 2 frères qui étaient là, qui ont fait un petit peu de pôle, qui se sont retrouvés à Fontainebleau. Donc ils ont arrêté, c'était Jules Sharma, Jules Sharma qui était junior à l'époque et qui donc s'est retrouvé à Fontainebleau avec ses 2 bêtes noires dans sa chambre. Les jeunes qui n'arrivaient pas à sortir à chaque fois par qui les battait, là il se retrouvait avec eux en pôle dans la chambre. Et, ça fait partie du job. Voilà, il a vécu une super expérience. Je me rappelle aussi d'un entraînement qu'on avait fait avec des athlètes sur Fontainebleau avec une équipe ORN qui était là, donc j'en avais ramené d'autres du club. Donc voilà, c'était ces petites satisfactions des jeunes lambda qui sur le papier ne pouvaient pas faire de combat, puis finalement faisaient du résultat. Donc il y avait une vraie formation, malgré les freins géographiques, parce qu'en Normandie, pour faire ça, il a fallu que je fasse du bricolage, que j'allais faire un stage là, un stage là. Oui, parce que c'est vrai que dans des grandes métropoles, aller au haut niveau, c'est assez naturel. C'est vrai que dans les petites régions, c'est moins naturel. Il y a plus de portes à ouvrir. Oui, non, c'était vraiment compliqué. Après, on faisait des regroupements entre clubs. Et on avait fait le Trophée des Vikings à Rouen avec Marc Courreau, avec d'autres. Bon, j'ai plus trop les noms là, mais on avait un petit Johan Hugo, on avait un collectif de clubs. On essayait de mutualiser, de sortir. On
travaillé un petit peu avec Paris, avec Poissy déjà. En tout cas, on note qu'à chaque fois, quand les choses ne se sont pas faites, c'est toi qui a été un petit peu l'instigateur de mettre en place des choses pour que ça se fasse. Oui, parce que alors là, on était sur la partie sportive, sur une partie plus loisir ou plus section un peu différente. Quelles ont été pour toi également tes autres sources de satisfaction dans ton club? La pratique féminine. La pratique féminine. On a réussi à faire venir beaucoup de femmes au club, à tel point que maintenant, les femmes représentent 52% de l'effectif global. Et tu envisages de lancer une secte ou pas? Non. Parce que quand on est un bon public féminin... Non, mais c'est top. Je veux dire, plus l'événement en quoi c'est top? C'est top parce qu'on a réussi à créer un environnement où les parents avaient envie, au départ, ils ont mis leurs enfants. Et finalement, ils se sont dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas pratiquer. Donc on a ouvert une section. Alors moi, j'ai body toujours taekwondo un souci avec les sections féminines parce que je me dis, c'est vrai, c'est bien quand il y a plein de féminines, mais quand elles finissent par s'entraider que entre elles, est-ce qu'on n'a pas échoué à la mixité? Alors, faut le voir comme ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est que déjà d'une, moi, je luttais beaucoup contre le communautarisme. Parce que quand on a créé la section féminine que j'entraînais moi au départ, et c'est quand j'ai formé une de mes élèves qui a pris le flambeau, qu'on a pu encore développer. Mais ce que je ne voulais pas, c'est comme c'était dans un quartier, que ce soit vraiment tout de suite stigmatisé, que population musulmane ou autre. Et on l'a bien expliqué, même aux pratiquantes, j'avais vraiment un retour avec elles, on avait vraiment des échanges où je voulais que ce soit vraiment les femmes de tous bords qui soient là. En plus, ce qu'on a proposé, c'est que les femmes du quartier, donc au départ c'était pour elles, on a vraiment eu des orientations de la mairie pour qu'on puisse développer ça. Moi, les filles qui sont issues du quartier pouvaient venir en centre-ville sur tous nos créneaux. Sachant qu'il y avait une différence de licence, de prix de licence énorme. Ouais. Mais elles venaient gratuitement. Quand j'ai créé le club, j'avais une section en centre-ville, mais par rapport à un appel à projet qu'on avait gagné avec Ferrero à l'époque, j'avais aussi toute une section que je développais sur les Hauts-de-Rouen. Donc ce fameux quartier un peu QPV dont moi je suis issu. Quand j'étais gamin, je boxais, je me disais un jour, je ferai quelque chose pour le quartier. Et des années après, c'est cette section de taekwondo que j'ouvre et qui, pour le coup, est aussi beaucoup axée sur l'ouverture, puisque je force un peu les choses en faisant descendre les gamins du quartier dans le centre-ville pour qu'ils pratiquent avec ceux du centre-ville et vice-versa, ceux du centre-ville qui montent aussi dans le quartier, se dire qu'il n'y a pas que des lions et que ça se passe bien en fait. Alors moi quand je parlais de communautarisme, je parlais pas forcément de communautarisme religieux, mais je parlais également de communautarisme sexe. Parce que à un moment donné, quand les filles ne peuvent pratiquer que entre elles, je trouve que c'est toujours un échec d'une pratique comme le taekwondo où justement on est tous dans une tenue unique pour montrer qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Oui, mais j'avais suffisamment de créneaux et de gens pour qu'on puisse être dans cette différence-là. C'est-à-dire que là, des personnes qui n'auraient jamais pratiqué se sont retrouvées tout en confiance en étant dans une section féminine, mais avaient la possibilité de sortir pour aller pratiquer. Et est-ce que tu en as fait beaucoup sortir? Ah oui. Parce qu'on est toujours dans cette idée de porter la même tenue, d'avoir le doboc. Et ça, c'est une de mes plus grandes réussites, je trouve, c'est vraiment d'avoir pu, avec des valeurs communes, vraiment réunir deux mondes qui ne se seraient jamais rencontrés, quoi. Là, quand je regardais, je me rappelle d'une fois où, quand je travaillais à la PJJ encore, donc il y avait des jeunes qui avaient des a priori sur les filles. Et 3 jeunes qui venaient d'un service avec lequel je travaillais sont venus sur le club. Et j'avais des gamines qui tournaient bien, donc hop, je leur ai mis le plastron et ils se sont fait un peu savater par les filles, ce qui pour eux était improbable parce que c'était des filles. Et à un moment, juste après l'entraînement, je m'arrête et donc je vois tout le monde qui est assis au sol en train de s'étirer, de discuter. Et là, je me rends compte que j'ai un grand chirurgien pour tout ce qui est cancer du sein et tout, qui est là, à qui j'ai mis des gants parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse parce que son outil de travail, ce sont ses mains. À côté, j'ai le chef de la police d'Elbeuf qui a pris sous son aile mes 3 petits qui sortaient de prison. Il a dit eux 3 là, j'ai fait oui. Et j'avais une autre qui était infirmière et j'avais mes 2 gamines de quartier. Et j'avais tout le monde qui sortait. Il y avait plein de catégories socio-professionnelles différentes et vraiment des gens qui ne se seraient pas côtoyés. Et là, on avait tous le même doboc. Donc si je peux parler d'image forte, il y avait ça. Et là encore maintenant, on nous reconnaît beaucoup
par rapport à ces valeurs qu'on arrive à mettre en acte. Souvent, on va vous dire, les valeurs, ça va être quelque chose de très abstrait, un peu comme une charte. On va dire, ouais, signer telle charte, on la colle sur le mur et hop, c'est fini, quoi. Non, nous, on avait essayé de faire une charte en acte et parler des valeurs et les montrer qu'est-ce que ça donnait physiquement et comment on peut structurer une activité ou bien même on peut structurer quelqu'un par rapport à un projet de vie. Et c'est plus ça. Moi, je leur ai dit de donner des coups de pied, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il y a derrière qui m'intéresse. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc, tu as pu faire à la fois la partie sportive et la partie loisir et un peu sociale. Aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui lancerait son club de taekwondo pour faire quelque chose comme toi, ça serait quoi? Quelques conseils clés parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Déjà, il faut qu'il ait envie. Oui. Parce que souvent on pense que c'est facile. J'intervenais un petit peu sur les DEGEPS. C'était marrant parce que eux, ils ont complètement une vision. Ils pensaient qu'ils allaient arriver avec le doboc tranquille. Et que ça allait se faire. Se poser, et puis hop, la magie de la tâche, c'est bon, je vais avoir des élèves là, et ça, c'était compliqué. Justement, mais c'est un peu la vision de la création d'un club pour déjà tous les sports, et j'ai l'impression aussi en particulier au taekwondo. Après, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important quelque part d'aller en formation. Parce que... Mais est-ce que tu as l'impression que le discours qui passe lors des formations des GEPS, il est réaliste? Est-ce qu'on leur dit bien le job qu'ils vont devoir faire? Alors, je pense oui, pour être intervenu, déjà moi oui. Toi oui, mais est-ce que le discours général? Après, je pense que oui, mais c'est comme pour le DIF. Le DIF, c'est la même chose. Les gens, le cahier du DIF... on peut te le dire, tu nous as menti. Tu nous as menti. Non, parce que j'ai des gens avec qui j'ai passé le DIF, qui continuent de m'appeler parfois pour avoir des conseils, ou bien qui ont monté leur club, ou qui... et qui ne se rendent pas compte parfois de certaines, de certaines possibilités. Et moi, ce que je disais à chaque fois, vous devez être, que ce soit au DIF ou au DE, je disais, vous devez être des vrais couteaux suisses, quoi. C'est vrai. Si vous pouvez vous former en ça, il faut le faire parce qu'à un moment dans le club, vous aurez peut-être besoin de ces choses-là. Nous, la spécificité que l'on a au niveau du taekwondo, en tout cas en Normandie, c'est que je sais qu'on n'est pas beaucoup, alors je ne sais pas qui sont les autres, en tout cas, j'arrive à travailler avec vraiment plein de publics différents. Et avec des projets vraiment très précis. Alors pour résumer, parce que l'interview touche à sa fin, aujourd'hui, pour créer un club, si je reprends ta philosophie, déjà, il faut avoir une grosse envie. Une grosse envie. Ne pas croire que tout va se faire facilement. Exactement. Avoir un vrai projet, pas juste dire je veux 2 adhérents et puis on sera champion. Ouais, non, il faut prendre le temps vraiment de le poser sur papier. D'avoir un projet pluridisciplinaire. Voilà, vraiment, c'est important. Ne pas miser que sur le combat. Non, on ne tiendra pas. Les combattants, c'est 5% du club. Voilà, souvent c'est un chiffre que les gens oublient. Aujourd'hui, c'est 95% du taekwondo loisir qui va venir financer 5% du combat. Exactement. Et si vous misez tout sur les 5%, ça ne marche pas. Même si vous n'avez pas été longtemps à l'école, vous savez ce que ça fait. J'ai juste une question, c'est d'après toi, tu peux dire aujourd'hui, en combien de temps on peut se dire que ça y est, mon club est vraiment créé et qu'il tourne? Ouais, ça c'est compliqué, ça dépend vraiment des profils des gens. Moi, tu vois, je l'ai monté en 2006, mais donc je travaillais quand même à côté. Mais par exemple, moi, l'idée, c'était quand même de me salarier dedans. Et Au bout de combien de temps? Je me suis salarié véritablement en 2011. 5 ans. Donc voilà. Parce que faut être patient donc. Faut être patient, il faut créer du réseau, il faut être visible, il faut être crédible. Nous, on a monté des projets. Maintenant, quand j'y vais, je sais que les gens, en tout cas les partenaires que j'ai, savent qu'on va mener le projet à bien. Donc voilà, si je résume encore, donc avoir envie, avoir un projet, ne pas se limiter, vraiment être pluridisciplinaire, être patient, et 5 ans, se former, être visible, c'est-à-dire ne pas lésiner à se former à des techniques de marketing, de communication, parce que personne ne viendra vous donner la main. Exactement, et c'est très important d'aller chercher un peu partout. Moi, je me rappelle que pour mes grilles de prix, j'avais pris tous les sports de combat qu'il y avait sur la région. S'adapter aussi, c'est-à-dire que la première année, on n'a pas la bonne grille de tarifs, ne pas hésiter à revoir. Voilà, c'est ça. Et puis plus tu proposes quelque chose de très spécifique, et puis ça dépend aussi de ta politique. Il y en a qui font payer les passages de grade, moi je ne faisais pas payer les passages de grade. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Alors, moi perso, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, mais il y en a qui le font payer, ils ont leur raison. Moi je ne juge pas. En tout cas, moi perso,
ça ne correspondait pas à mon projet. En tout cas, voilà, il faut avoir un projet, il faut l'avoir éprouvé, l'avoir compris et pas simplement faire du taekwondo comme ça. Et avoir des valeurs fortes et se tenir à ces valeurs. C'est ça qui, pour moi, c'est important et c'est un vrai guide au quotidien. Les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui court sur l'infini. Après, on peut se donner des gros objectifs et des objectifs atteignables pour pas justement perdre en motivation. En tout cas, ne pas avoir un seul objectif, parce que c'est vrai que toi, je te disais, tu as été un club élite, tu as eu des athlètes de haut niveau, mais tu n'as pas fait que ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'un ne marche pas, l'autre peut continuer et vice-versa, parce qu'on voit aussi, et ça, c'est une autre réalité du taekwondo qu'on a tendance à oublier, mais il y a des clubs qui ferment, et y compris des grosses structures performance, parce qu'à un moment donné, si tu as tout misé sur la performance et que la performance n'est pas là, le club ferme. Mais nous, comment dire, on reste, même si on est un gros club avec 250 et quelques licenciés, moi je m'estime petit club pour avoir sorti quelques athlètes. On n'était pas des clubs performance, on n'était pas des pourvoyeurs de l'équipe de France. Non, mais t'es pas non plus le club lambda. Non, certes, mais c'est un travail qui se fait tout au long. On sait qu'il faut avoir un vrai staff pour pouvoir emmener des athlètes, les faire sortir, enfin il faut des financements, il faut tout ça. Et je pense qu'il faut... La personne qui va ouvrir le club, elle doit vraiment avoir tout ça en tête, quoi. C'est le maillage de l'existant et qu'est-ce qu'elle est en mesure de pouvoir apporter comme valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu conseilles pour se renseigner ? Aller voir toutes les structures déjà pour monter une association, le truc de base. Après, s'intéresser à la politique de la ville. Ça donne des axes de traitement, se dire tiens, la ville elle est là-dessus. Moi, mes compétences, tiens, oui, là, j'ai des filles, là, je peux le faire, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et en règle générale, on crée des liens comme ça. Allez voir les appels à projets, c'est quoi des appels à projets, comment on peut y contribuer. Voilà, c'est repenser l'outil sport. Je dis bien outil parce que c'est vraiment un outil de réalisation personnelle. Et se l'approprier, pas comme si c'était un loisir, mais comme si c'était un moyen de... Et en ayant cette optique, ça te permet d'avoir les pieds sur terre quand même. Eh bien, cette interview touche à sa fin. On est au championnat de France Espoir. À titre perso, tu avais combien d'athlètes ? J'en avais un aujourd'hui qui est passé à côté de tout, mais c'est comme ça. Et le mec donne des leçons. Ouais. Ah non, mais ça aussi, ça on se le prend. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que l'athlète, tu vas avoir des athlètes, un jour il y a des désillusions, un jour ça va. Comme je dis souvent aux parents, la vie, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas quelque chose de linéaire. Et souvent les parents, il y a des parents qui veulent pas que les enfants fassent de compétition. Mais voilà, on apprend à gagner, on apprend à perdre, on apprend à se remettre en question. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça. On verra sur la prochaine compétition. Alors, et sinon, à titre plus général, comment tu as trouvé la compétition, le niveau général, les combattants ? Alors, en positif, en négatif Non, ça va dans l'ensemble. Après, encore une fois, c'est différent de ce que l'on a pu vivre auparavant. Et je pense qu'il faut qu'on soit encore plus autour de l'athlète. Et c'est ça aussi qui peut être fatigant. Mais non, dans l'ensemble, c'est assez bien organisé. Comment tu as trouvé le niveau ? Est-ce que c'est les championnats de France Espoir ? C'est les champions demain ? Ouais, mais j'ai pas trop regardé. J'étais sur mon athlète en fait, mais disons que à niveau égal, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est encore une fois, c'est l'envie. Et je trouve que l'envie est là, elle ne l'est pas. Enfin, c'est quelque chose qui est palpable. Les gens qui gagnent, pour moi là maintenant, c'est vraiment ceux qui ont la dalle. Et je trouve que de nos jours, on se bat beaucoup plus pour ça qu'autre chose, quoi. On n'est pas avant, alors ça fait vieux boomer, mais quand nous on combattait, mais pourquoi pas, on n'est pas très jeune. On savait que quand on allait au charbon, on allait taper, quoi. Maintenant, peut-être pour certains, on est obligé de mettre plein de choses en place pour qu'ils aient envie d'aller taper et tout, quoi. Donc c'est ça que je vais trouver un peu compliqué parce que si ça s'essouffle, est-ce qu'on va retourner, est-ce qu'on va y aller, enfin. Tu veux dire que les gens n'ont pas assez le feu intérieur et que c'est à nous de l'alimenter ? Je trouve de plus en plus. Et on le sait, enfin, pour discuter avec les autres, il y a plein de combattants, ou bien en tout cas de futurs combattants qui pensent qu'ils ont cette vie. Donc, moi je vais faire des combats, mais je veux surtout pas vomir, je veux pas aller courir, je veux pas prendre des coups. Un jour, à l'entraînement, j'ai un ado qui est venu qui me dit « Mais Alan, le plastron il marche pas et tout. » Je fais « Comment ça il marche pas, un plastron traditionnel, quoi ?» Il fait « Non, mais il marche pas, je sens les coups. »
Ah, d'accord. Il fait, mais normalement, les plastrons électroniques, on sent pas les coups. Oui, voilà, c'est Mais ça. non, mais là, ça me passe. Non, bah, tu penses qu'on a un petit bouton, qu'on appuie, puis hop, ça y est, c'est une armure. Je fais, non. Bah oui, c'est pas comme ça. Et ils sont là-dedans, quoi. Donc, c'était quelque chose. Donc, ouais, faire un soir de combat, mais prendre des coups, non. Ou bien non, je vais te faire du MMA, c'est mieux. Mais tu vas pas prendre des coups en taekwondo, mais tu vas aller faire du MMA. Je pense que tu vas vite revenir nous voir. Oui. Mais fais ton choix. Ouais. Bon, bah voilà, c'était la conclusion de cette interview. Bah merci hein, Alan, nous c'est Merci toujours beaucoup. pareil. Hein. Comme on vous dit, on essaye de partager au maximum avec les acteurs du taekwondo, de préférence ceux qu'on connaît pas, parce que les autres, bah, ils n'ont pas besoin de nous, ils sont déjà connus. Mais on essaye de mettre en avant les bonnes choses que l'on voit. Non, mais c'est super intéressant parce que je travaille toujours avec d'autres grands clubs, d'autres grands entraîneurs. En tout cas, que j'estime qu'ils ont plus d'expérience que moi et j'ai aucun complexe à apprendre à gauche, à droite. C'est pour les élèves et donc voilà. Merci pour ça. Encore une fois, ce club-là, c'est vraiment un club. Le mot élite, il est important parce que c'est un club pour tous. Les combattants, c'est pas une fin en soi. C'est une partie du dispositif que j'ai mis en place. Oui, il y a plusieurs élites possibles. Il y a plusieurs élites possibles, exactement. La performance, elle peut se situer à plein de niveaux. Bah, bonne chance et bonne continuation. Bah, merci beaucoup. Et puis, c'était sympa, merci voilà, pour si vous rencontrez pour Alan l'invitation. hein, et que vous voulez lui poser des questions hein, dans les différents championnats, bah, voilà. On est là, venez discuter, ce sera avec grand plaisir. À bientôt Alan. Merci beaucoup, à Salut. bientôt. Salut.